d'une civilisation obscurantiste, une civilisation islamique qui n'a pas de marche au Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va vous parler d'un média de gauche. France Inter, la plus grosse station de radio du pays, la plus écoutée, c'est une radio de gauche. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a l'hégémonie culturelle quasiment là au niveau de la radio? En tout cas, c'est bon, c'est fait. C'est énorme en vrai. Si c'est vrai, c'est très grave. France Inter, excusez-moi, c'est une radio de gauche subventionnée par nos impôts avec une ligne éditoriale et humoristique fracassante contre toutes les personnes qui ne pensent pas comme eux. Les Français n'ont pas besoin de médias de gauche qui les détestent. Ils n'ont pas besoin de financer la propagande immigrationniste, woke et décoloniale de France Inter. Sur France Inter, je suis à 0 temps d'antenne depuis avril. Il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un journaliste de droite de se faire embaucher sur France Inter. France Inter, trop à gauche? C'est une vieille question ça en fait. Ça revient un peu tous les ans. Et puis on fait un plateau à quotidien, c'est à vous. Et puis on pose la question à Léa Salamé. Et elle répond que non, elle est pas trop de gauche. Ah bah tiens, quelle surprise, on tombe tous de notre chaise. Je ne pense pas qu'en tout cas la matinale, pour parler de choses que je connais, on puisse dire que la matinale est de gauche. Je défie quiconque de dire si moi je suis de gauche ou de droite. Si Dominique Seux, il est de gauche ou de droite. Alors bon, franchement, pour Dominique Seux, c'est pas dur. Il a même déclaré dans Alternative économique: oui, je crois à l'économie de marché, au libre-échange et à la nécessaire réduction des dépenses publiques. Voilà, ça va dans la botte de droite, plutôt ça. Quant à Léa Salamé ou Nicolas Demorand, il suffit d'écouter leur matinale. L'association Acrimed a souvent pointé du doigt leur prise de position très libérale, leur agressivité envers la gauche ou les syndicats, comme ce jour-là face au secrétaire général de la CGT. Vous ne voulez pas de compromis, Philippe Martinez. Tout le monde est à la recherche d'un compromis, la CFDT, le gouvernement. Vous voulez pas faire un pas en direction du gouvernement, vous voulez, on l'a entendu et compris, le retrait pur et simple de la réforme, c'est non à tout. Vous avez le droit. Il y a le droit de manifester, il y a les blocages. Le gouvernement dit que le fait d'appeler à bloquer les raffineries comme vous l'avez fait, ce n'est pas le droit de manifester, ce n'est pas le droit de grève et que c'est illégal. Vous dites quoi? Vous répondez quoi? Je réponds que la CGT appelle à faire grève. Franchement, service public ou pas, ils font un taf de chien de garde assez classique. Ils pourraient faire le même sur TF1, sur BFM, sur RTL, ça dénoterait pas. Donc oui, c'est pour ça que eux, ça les énerve qu'on leur dise qu'ils sont trop à gauche. Eux, ils se vivent pas comme ça. Ils font leur travail, ils sont sérieux, ils sont proches des faits. Si je devais être du bon côté de l'information, je dirais que de plus en plus, il y a un journalisme d'opinion que moi je regarde, donc je n'ai pas de critique à faire. On le voit sur CNews notamment. Ce que fait Pascal Praud, c'est du journalisme d'opinion, où il met des personnes autour de la table, mais c'est de l'opinion. Il le fait très bien d'ailleurs, mais avec son style à lui, mais c'est de l'opinion. Moi, j'ai envie de vous dire que si on doit être d'un côté, c'est celui du journalisme du terrain, des faits. Oui, après, c'est sûr, si tu compares à Pascal Praud, tout le monde a l'air plus objectif. C'est pas compliqué. Bon, vous l'avez compris, ceux qui vont dire que France Inter est trop à gauche, ça va justement être des gens comme Pascal Praud, donc plutôt des personnes d'extrême droite. Facho. Par contre, ça marche. À la direction de Radio France, ça les emmerde vraiment que des grands intellectuels comme Nadine Morano ou Cyril Hanouna les traitent de gauchistes. Alors, la nouvelle directrice de France Inter, Adèle Van Redde, s'est mise au travail pour poursuivre ce qu'avait commencé Laurence Bloch. Rendre la radio moins de gauche. Ils avaient le monopole. Et tout d'un coup, on leur conteste ce monopole. C'est assez cohérent que de dire, non, qu'est-ce qui se passe? J'ai la faiblesse de penser que c'est parce que quand même, depuis un certain temps, on raille un petit peu ce que j'appelle la radio active de service public, que peut-être Madame Laurence Bloch a décidé... Ah oui, mais alors ça se passe très très mal. Vous me croyez? Donc juste après Laurence Bloch, à partir de 2022, ça a été Adèle Van Redde qui a été nommée à la tête de France Inter. Adèle Van Redde qu'on connaissait pour son émission de philosophie sur France Culture. Dès son arrivée à France Inter, elle a bien insisté sur le fait qu'elle ne serait ni de gauche ni de droite. Ici, on est neutre et apolitique. Il faut pas tout politiser tout le temps là. Alors j'ai regardé un petit peu sa fiche Wikipédia pour savoir si elle était de gauche ou de droite. Et figurez-vous qu'elle met quiconque au défi de savoir de quel bord politique elle est. Alors c'est un gros indice quand même. Généralement, quand on dit pas son bord politique, c'est qu'on est un peu à droite quand même. Tiens, ça vous rappelle pas Salamé, ça? Mot pour mot, c'est la même chose. Je vous mets au défi de deviner si je suis de droite ou de gauche, attention. Puis c'est quoi cette histoire de se lancer des défis comme ça? Vous avez quel âge les filles? On est sur TikTok là? En mai 2023, Adèle Van Redde a donc accordé un entretien au journal Le Monde et elle nous prévenait déjà... France Inter n'est ni de droite ni de gauche. Toute tentative de récupération politique est mortifère. Nous sommes une radio de service public indépendante qui préserve le pluralisme et l'esprit de contradiction. Je ne laisserai jamais dire le contraire.
Allez, viens, on va dire le contraire, nous, quand même. Parce que, ni de droite, ni de gauche, machin, bon, ça peut vouloir dire macroniste, hein. Ouais, cette interview, elle annonçait rien de bon, hein. Ça sentait la reprise en main. Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. Elle a arrêté l'émission Histoire 2, choisi Marc Fauvel comme directeur de l'information, mais ce qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'est surtout l'arrêt de l'émission C'est encore nous, de Charline von Honecker. Vous savez, l'émission avec Guillaume Meurice, Walidia, Émeric Lompré, bref, l'émission d'humour la plus franchement politique. C'est une décision éditoriale dont j'assume la responsabilité. La radio est un média qui doit évoluer, qui doit s'adapter. On ne peut pas garder la même grille éternellement afin que la radio reste cette force vive dont on parlait, qui est faite de passion. Elle doit savoir évoluer, elle doit savoir se renouveler. Évoluer, oui, d'accord, c'est bien, c'est positif, hein, mais c'est quand même pas de chance que ça tombe pile sur les chroniqueurs qui mettent mal à l'aise les ministres, hein, qui n'hésitent pas à rappeler les affaires qu'ils ont au cul. Puis c'est malin de pas les virer directement, mais juste de les passer en hebdo. C'est vicieux, hein. S'ils avaient été virés, ils auraient pu dénoncer ce scandale, on est virés, qu'est-ce qu'on va faire, on gueule. Là, ils sont encore dedans. Donc ils doivent composer avec une direction qui en plus ne les soutient pas quand il y a des polémiques. Ça n'est pas ma décision. Je vous confirme que la quotidienne s'arrête. C'est pas ma décision pour la simple raison que moi je suis un peu de la vieille école et comme on est très haut dans les sondages et qu'on n'a jamais été aussi haut et que je pense qu'on a commencé avec genre 350 000 auditeurs et là on a 1 250 000 auditeurs, donc je pense qu'on en a gagné 100 000 par an. Et on vient encore d'en gagner 100 000. Donc, moi, je suis un peu de la vieille école. Je me suis dit avec des bons chiffres, voilà. Puis on a vraiment le même plaisir qu'au début. Ouais, voilà, exactement. Donc, ça me serait pas venu à l'idée de passer en hebdomadaire. Mais voilà, on m'a encouragé, on m'a proposé de passer en hebdo. C'est une proposition qui m'a été faite. Et voilà, on va s'adapter. Voilà, il faut s'adapter, mais réfléchissez. Passer de 5 heures dans la semaine à 1 heure le dimanche, ça veut dire qu'il y a moins de place, moins d'espace, de la place pour moins de monde. Alors, on garde quoi? On vire qui? Compliqué, c'est un vrai coup dur qui a été porté à l'équipe de Charline von Honecker. Seulement, ils sont pas virés. Ah non, ils sont pas virés. France Inter garde une place pour l'impertinence. Pas le même esprit. Et il y a un risque que l'esprit Inter change dans les prochaines semaines, là? C'est vous qui allez nous le dire, parce que... Je sais pas, il y a peut-être un truc à changer. Je sais pas. Bah oui, c'est ça la grande question, hein, globalement. Est-ce que le service public serait pas un petit peu favorable au pouvoir, à Macron, globalement? Bon, la question se pose. Et elle a été posée à Salamé sur Quotidien. Ils appellent quand ils sont pas contents, l'Élysée? Nous, non. Enfin, moi, non. En tout cas, jamais. Oh, elle sourit, Léa. Non. Après, voilà, la question de l'intervention directe, c'est pas forcément la bonne. Elle se pose, mais elle se balaie aussi assez rapidement. La bonne question, c'est plutôt, c'est qui ces gens-là, Laurence Bloch, Sybille Veil, qui les a mis là pour qu'elles fassent leur grande réforme de l'audiovisuel, là? C'est quoi, c'est qui ces gens? C'est qui Adèle Van Rett? C'est quel milieu tout ça? On peut commencer par rappeler qu'elle est très proche de la sphère Printemps républicain. Elle est la compagne de Raphaël Enthoven, qu'on ne vous présente plus. Elle est aussi amie avec Philippe Val, auprès de qui elle aurait pris des conseils, comme on l'apprend dans le journal Le Monde. Pour rappel, Philippe Val a été patron de France Inter jusqu'en 2015, un poste qu'il avait eu à l'époque grâce à sa proximité avec le couple Sarkozy. Et alors lui, il avait déjà viré des humoristes d'Inter. Il sait faire, c'est son truc même. Il a dû lui donner des super conseils à Adèle Van Rett. Philippe Val, ami de Raphaël Enthoven avant de devenir le sien, est ainsi un des plus virulents détracteurs de C'est encore nous. Cette émission, on ne lui demandait pas d'être de gauche, mais de distraire, d'éduquer, d'être drôle, pas d'être le club des amis de Clémentine Autain. Donc voilà, ses potes à Adèle Van Rett, ça va être l'extrême centre, ça va être cette bourgeoisie macroniste, islamophobe, et on vous renvoie à notre épisode sur Franc-Tireur. Évidemment. Bon, par contre, tout ça, c'est des gens, c'est peut-être l'extrême centre, mais justement, ils se vivent ni de gauche ni de droite, ils sont contre les extrêmes, c'est les seuls raisonnables, ils sont techniques, ils sont rationnels. Et donc, ces gens-là, quand ils dirigent une radio, il n'y a pas besoin que Macron leur passe un coup de fil. Ils vont tout bien faire, comme des grands, ils vont faire le travail d'eux-mêmes. Jamais, à aucun moment, je n'ai eu à faire face à une quelconque tentative d'influence. À aucun moment. Malgré les soupçons qui peuvent parfois être rappelés et dont certaines des remarques que vous évoquez, auxquelles elles peuvent faire écho. Je n'ai jamais eu à faire face à une quelconque tentative d'influence. Donc cette indépendance est réelle, elle est ancrée dans les rédactions
et elle se manifeste par le pluralisme et la très grande diversité des opinions qui sont représentées. Elle, c'est la patronne de tout Radio France. Alors, c'est qui Sybille Veil, socialement et politiquement? D'abord, elle était dans la promo d'Emmanuel Macron à l'ENA, avec qui il lui arrivait parfois de faire des karaokés, selon Capital. Et en 2007, elle s'est engagée aux côtés de Nicolas Sarkozy. Oui, alors attends, on va revenir sur cette histoire de karaoké avec Macron quand même. À ton avis, qu'est-ce qu'il chantait? Alors ici, il y a écrit, c'était Jodassin ou Dalida. Dalida, ah ouais. Il aime bien chanter, Macron. Hein. Macron, il chante un peu trop même. Il chante avec n'importe qui, c'est un problème. Sybille Veil, elle a dit dans Le Monde, elle a dit « Nous ne faisons pas de politique, nous sommes un service public ». Donc tu sens que sa stratégie, elle, c'est plutôt la dépolitisation. Ouh là là, pas de politique, non, moi je fais pas de politique. Il y aura pas de politique sur mes chaînes qui parlent quand même un peu de politique, mais non, pas de façon politique. Nous, c'est du sérieux, c'est du boulot, on fait juste notre boulot, mais pas de politique. Pas de politique, ça veut dire que les interviews de Léa Salamé, c'est bon, c'est pas politique, vu que Léa Salamé aussi, elle est neutre. Par contre, les émissions de reportage où on parle des luttes sociales, ça, oulala, c'est trop politique là. Parler des violences policières à l'antenne par exemple. Oulala, attention, ça c'est très politique, c'est super politique. Oui. Non, on n'est pas sur une radio militante. Ah non, tu sens bien que les trucs comme là-bas si j'y suis, non, c'est fini tout ça, trop politique. Oui, justement, là-bas si j'y suis, vous vous souvenez, ça a dégagé il y a longtemps tout ça, parce que justement, c'était peut-être trop politique. Trop politique. Une productrice, Kathleen Evin, avait par exemple été poussée vers la sortie par Laurence Bloch après 33 ans de radio, suite à la diffusion d'une de ses émissions, L'humeur vagabonde, qui avait eu l'audace d'aborder les violences policières à l'époque du mouvement des Gilets jaunes. Et ça, donc, c'était avant Adèle Vendrette, ça c'était en 2021. On pouvait alors lire dans Le Monde des témoignages de journalistes qui sentaient bien le vent tourner. Les chefs ont tellement peur qu'on soit catalogué gauchiste ou islamo-gauchiste que, à force, on est devenu autre chose. Laisse tomber un journaliste. On sent que dans nos reportages et nos journaux, il faut positiver et ne pas trop parler des choses qui fâchent. Une autre rapporte, il y a une attention portée au fait de bien relayer l'action gouvernementale. Donc voilà, dans les années Sarkozy, on vous l'a dit, il y avait Philippe Val qui a fait virer des humoristes, donc Didier Porte, Stéphane Guillon qui ont été dégagés. Et puis ensuite... En 2012, quand Hollande est arrivé à l'Élysée, pareil, on pouvait lire dans Télérama que déjà France Inter était en train de changer. La rédaction a toujours été cataloguée de gauche et s'évertue à rompre avec cette image. En bref, tout ce qui se passe à France Inter, c'est pas nouveau, mais ça devient de plus en plus inquiétant et ça fait beaucoup là. Et puis là maintenant, les années Macron, c'est devenu les années du feel good. À France Inter, maintenant, il faut être zen, il faut proposer des émissions qui soient moins anxiogènes, où on parle un petit peu plus de soi, qu'on parle un petit peu plus de développement personnel, d'intimité, de cul. Et là, il faut écouter l'émission qui a remplacé celle de Charline Von Honecker, c'est édifiant. Ça s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien » et c'est exactement ça. Moins de provoque, plus de feel good, on se raconte, on teste des objets, on prend soin de soi, gna 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 gna. Donc voilà, France Inter a quand même déjà bien muté. Voilà, donc globalement, c'est moins politique. Et dans les espaces où il faut parler de politique, on va le faire de manière professionnelle, policée, comme il faut. Entre bourgeois parisiens, entre gens qui pensent à peu près pareil, entre gens qui se connaissent en fait. On n'a pas fini d'ailleurs là-dessus. On peut continuer. On a évoqué le fait que la directrice d'Inter était en couple avec Raphaël Enthoven, mais on peut aussi rappeler que Léa Salamé a pour compagnon Raphaël Glucksmann, une figure de centre-gauche, libérale, atlantiste et surtout anti-NUPES. Sybille Veil, l'ex-sarkozyste là, qui faisait des karaokés avec Macron, et ben maintenant, elle est en couple avec un proche du président. Mais bon, voilà, tout ça, c'est pas politique, C'est même nous qui sommes un peu mesquins de le rappeler, en fait. Emmanuel Macron était à leur mariage. Sébastien Veil, donc le mari, qui est le petit-fils par ailleurs de Madame Veil, l'ancienne ministre de la Santé, est un grand financier qui a conseillé Nicolas Sarkozy. Néanmoins, c'est un ami d'Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron lui a demandé de l'aider pendant sa campagne électorale, dès le début, dès 2016. Et notamment de la culture et de l'audiovisuel. J'y arrive. Et donc, il a demandé un rapport sur notamment les nominations dans l'audiovisuel à faire. Et le portrait que monsieur Sébastien Veil a fait de la personne qui doit diriger l'audiovisuel français, c'est quelqu'un qui n'est pas du Sérail, qui n'est pas journaliste, qui n'est pas du ministère de la Culture et qui est financier. Sa femme.
C'est vous qui l'avez dit. Alors, on dira qu'il y a le CSA, donc l'autorité chargée, mais le CSA, François Hollande a même a reconnu lui-même que pour la précédente nomination, il était intervenu et qu'il avait obtenu gain de cause. Bah oui, Alors, je ne dis pas que c'est le cas, je dis que je pose la question. Ah oui, on pose la question, oui. Donc oui, effectivement, les journalistes, ils vont pas recevoir directement des ordres de Macron. Par contre, ils vont recevoir des ordres de la direction. Et la direction, c'est que des potes à Macron. Donc du coup, ces gens-là, ouais, ils pensent toujours un peu les mêmes trucs. On n'aime pas les extrêmes. Il faut faire les réformes. C'est l'ordre néolibéral, tout ça, machin. C'est pas une radio de gauche, France Inter. C'est une radio de bourgeois. Il y a un excellent article de 2020 publié dans Le Monde diplomatique et écrit par le journaliste David Garcia qu'on vous recommande car il explique très bien l'évolution de France Inter. On va pas mal s'appuyer sur son enquête pour conclure parce que vous allez voir, elle est très intéressante. Elle est intéressante parce qu'il étudie un peu le rapport entre France Inter et les classes populaires. Est-ce qu'on en entend à l'antenne? Est-ce que les classes populaires écoutent France Inter? Vraie question. Oui, par exemple, le prolo le matin, il va se lever, il allume sa radio et puis il va tomber sur Augustin Trapenard. Et puis alors Augustin Trapenard, il dit des trucs du genre, c'est des vrais trucs, hein. L'effervescence des furieux du verbe qui touche à l'illisible, à l'étrange rigueur de l'expérience ontologique. Bah il zappe, hein, c'est normal. Il n'a pas le temps, monsieur, le matin en plus, le café et tout, t'entends ça? Relire Bourdieu, hein. Relire Bourdieu. Mais Bourdieu, c'est mon livre de chevet, alors je vais le chercher. À qui s'adressent ces émissions? Parce que c'est pas seulement parce que c'est de la culture, il y a plusieurs manières de parler de culture, mais d'en parler de manière aussi snob, c'est vraiment du truc, c'est très bourgeois, c'est assez excluant, quoi. Les classes populaires au sens large occupent 2,6% de la grille de France Inter, composée de tranches d'information, de divertissement et de culture. Ce que les sondeurs appellent péjorativement les CSP-, comme catégorie socio-professionnelle inférieure, constituent pourtant 47,9% de la population en âge de travailler. L'indifférence de la radio publique à l'égard des classes populaires est réciproque. Selon une étude interne à Radio France confidentielle, seuls 11% de ses auditeurs appartiennent au CSP-. Donc France Inter parle peu aux prolos, parle moins des prolos, parle de moins en moins des luttes des prolos. En 10 ans, le temps consacré aux luttes sociales sur France Inter a été divisé par 10. Alors toujours avec les mêmes excuses, l'émission marchait pas assez, il faut renouveler la grille, il faut s'adapter. Mais alors s'adapter à quoi? Au succès de CNews? Aux attentes du pouvoir en place? Certainement pas aux auditeurs en tout cas. Bah oui, les auditeurs, ils auraient bien gardé Charline Vanhoenacker en hebdo. Et là, du coup, ça marchait très bien. Là, les audiences, on s'en fout, là, d'un coup. L'arrêt de La Bassie j'y suis à France Inter a ouvert la voie à une série de disparitions, toutes orientées dans le même sens. La vie de quartier, Un jour en France, Périphérie, Voyage en terre indigène, L'Afrique en solo, Un tante pochon, Comme un bruit qui court. Ces programmes avaient en commun d'exprimer la diversité sociale et ethnique du pays. Coproduite par 3 anciens collaborateurs de Mermet, Comme un bruit qui court était diffusé les samedis de 16h à 17h. Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi. Ponctué de reportages en empathie avec les Gilets jaunes, la saison 5 lui fut fatale. Toujours dans l'article de David Garcia, il y a une citation de Laurence Bloch que je trouve ouf. C'est des propos rapportés, hein, apparemment, elle a dit au producteur de l'émission Comme un bruit qui court qu'il fallait pas faire une émission trop anxiogène. Nous ne sommes pas là pour effrayer la population. Puis elle ajoute, votre émission ressemble à un tract de la CGT. Quand je l'entends, j'éteins. Oh non, il faudrait surtout pas effrayer ses amis à Laurence Bloch. Il faut pas trop donner la parole à des manifestants, des syndicalistes, des gilets jaunes. En fait, il faudrait peut-être faire moins de reportages, peut-être plus du tout de reportages. Bah oui, le reportage, en plus ça coûte cher, le reportage, vaut mieux mettre des gens dans les studios de Radio France qui parlent entre eux, des gens sérieux. Voilà, qui ça parlent c'est bien. Oui, ça c'est bien. C'est pas parce que tu interroges des gens dans la rue, ils vont dire « Oh Macron, je l'emmerde ». Ah, trop politique. Yann Gallic, grand reporter à France Inter, témoigne « On a tendance à inviter les bons clients, des professionnels du discours aptes à tenir le micro pendant 7 à 8 minutes. Ce n'est pas donné à tout le monde, et encore moins sans doute à une femme de ménage ou un ouvrier, peu familier à ce type d'exercice. Un agriculteur sera plus à l'aise pour répondre aux questions d'un journaliste dans son champ. Voilà pourquoi la place du reportage doit absolument être préservée, ce qui n'est pas forcément la tendance. Bon, faut être honnête, hein. France Inter, c'est quand même une bonne radio. Il y a quand même beaucoup de personnes qui font du bon boulot. Globalement, oui, bien sûr. Mais bon, ça change, là. C'est en train de changer assez vite. Et c'est assez effrayant de voir qui se réjouit de ces changements.
Il y a ce ronronnement idéologique gauchisto-progressiste qui pourrait être perturbé par l'arrivée de représentants du Figaro ou du Point. Et dans Le Monde, il y a cet aveu d'un journaliste, voilà ce qu'il dit. Les chefs ont tellement peur qu'on soit catalogué gauchiste ou islamo-gauchiste qu'à force, on est devenu autre chose. Ce qui serait d'ailleurs, si c'était vrai qu'ils étaient devenus autre chose, ce serait une bonne nouvelle. Donc si l'extrême droite se réjouit de tous ces changements à France Inter, c'est quand même un petit peu inquiétant. Et ils vont quand même toujours continuer à dire que c'est une radio trop à gauche. Donc il va falloir aller jusqu'où pour trouver grâce à leurs yeux. Et puis merde, c'est quand même un de nos espaces à nous, populaires. Normalement, France Inter, le service public, on est entouré de milliardaires qui financent des chaînes de bourrin, là. Et nous, on a notre espace, bah non, il est squatté par les bobos. Ça ressemble quand même vachement à Quotidien, ça ressemble quand même vachement à C'est à vous. C'est cette ambiance-là, là, très bobo, macroniste, printemps républicain et tout. C'est bon, on en a plein des espaces comme ça. France Inter pourrait être autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut défendre France Inter, surtout contre sa direction, et force à celles et ceux qui luttent à l'intérieur des rédactions et qui essayent de faire du bon boulot. À la semaine prochaine.